vous parler des ressources en protéines. Ce tableau permet d'écrire finalement l'importance des différentes matières premières que l'on a à disposition pour fournir les besoins. Alors, pas en protéines, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la teneur en protéines, nous, c'est la teneur en lysine digestive. Et j'ai également indiqué la teneur en thréonine digestive. Ce tableau vous indique la prépondérance, en fait, en termes d'autonomie protéique, des apports en acides aminés de synthèse. Donc, ici, la lysine de synthèse représente, dans des formules moyennes pour charcutier, 50% de l'apport en lysine digestive de la formule. Donc, c'est quand même important à citer. Hein. Donc, nous avons une dépendance quand même aux acides aminés de synthèse. Voilà, elle nous aide beaucoup, hein, ces acides aminés de synthèse, mais si on regarde en termes d'autonomie protéique, ces acides aminés sont très, très importants dans notre production. Le tourteau de soja intervient un peu derrière, donc largement derrière, avec 10%, il représente 10% de l'apport. Qu'est-ce qu'on peut dire ces aminés de synthèse? Ils apparaissent sous différentes formes, hein, notamment pour la lysine et la méthionine. On a des formes liquides, donc qui imposent des utilisations qui nécessitent des équipements spécifiques pour utiliser des produits liquides. Donc ça ne s'adresse pas notamment à la FAF, on ne les rencontre pas. Mais en alimentation industrielle, on va rencontrer donc ces formes aussi de méthionine hydroxy analogue, hein, qui sont des formes liquides de méthionine. Une grande partie aussi de cette production, notamment des majeurs, hein, lysine et thréonine, sont produits en pays, en Chine en fait, hein, en Asie. Et donc, il y a eu en fin d'année dernière, en début d'année de cette année, une menace de pénurie en fait, hein, d'acides aminés de synthèse, compte tenu de tous les événements sur le Covid, etc. Voilà. Autre élément, on voit apparaître des acides aminés supplémentaires, alors donc comme le tryptophane qui est apparu donc, en 2004, la vanille en 2014, avec des prix qui ont évolué largement à la baisse, qui permettent de les incorporer à des taux plus significatifs et qui nous aident beaucoup aussi dans cette évolution de la réduction de taux de protéines donc, et de l'autonomie protéique. Et puis plus récemment sont apparus l'isoleucine et l'histidine. Donc tous ces acides aminés sont digestifs à 100%. Important à signaler, parce que deux paramètres importants dans la production, c'est en termes de nutrition porcine, hein, c'est qu'on mesure la digestibilité au niveau idéal, c'est-à-dire que vous avez ici le segment de l'intestin grêle, là, ici, qui apparaît ici, que j'essaie de décrire là, et au bout c'est l'iléon, et en opérant en fait les animaux, on arrive à récupérer les jus iléaux, donc on arrive à déterminer la digestibilité des différents acides aminés pour le porc. Et c'est très important parce que la digestibilité varie hein, selon les matières premières. Voilà. Donc, on a besoin de cet élément-là pour caractériser correctement une matière première. On a aussi besoin d'un équilibre entre acides aminés. Ça ne sert à rien de mettre trop de lysine et de ne pas faire suivre des acides aminés secondaires que sont méthionine, etc., valine. Et aujourd'hui, d'autres acides aminés qui apparaissent dans le débat. Hein, donc, j'ai cité en tant qu'acides aminés de synthèse, isoleucine et histidine, mais il faut également donc inclure de plus en plus d'autres acides aminés dans la notion de protéine idéale. Voilà. Donc, c'est deux éléments qui sont très importants dans nos productions que je tenais à signaler pour préciser un peu le débat. Alors ici, c'est un histogramme qui présente la quantité de lysine digestive que contiennent les principales matières premières que l'on a à disposition. Donc, les céréales sont toutes à gauche, donc autour de 2-3 grammes de lysine digestive. Puis vous avez à l'extrême, donc, le tourteau de soja qui représente la panacée en termes d'apport en acides aminés, et notamment la lysine, avec 25 grammes digestifs. On a les tourteaux qu'on qualifie métropolitains, hein, donc le colza, le tournesol, qui sont vraiment un cran en dessous hein, par rapport à ce soja, mais qui nous aident bien aussi à limiter notre dépendance au soja. On a une autre catégorie de produits, ce sont les protéagineux qui sont. Ici, c'est le poids qui n'est pas au même niveau en termes de lysine digestive par rapport au tourteau de colza. Et voilà, puis toute la série des coproduits de meunerie, d'avidonnerie, qui sont autour de 4-5 grammes de lysine digestive, qui sont aussi importants dans notre production, qu'il ne faut pas négliger. Donc là, c'est pour dresser un peu le bilan. En termes de. Alors, ce diagramme est un peu compliqué, j'aurais pu j'ai eu la patience de le résumer, mais bon, retenez un seul chiffre. Ici, c'est notre dépendance aux protéines extérieures en France. Toute production confondue, hein, donc ruminants y compris. Donc, le chiffre de 50% représente en fait, finalement, c'est ce qu'il faut retenir, nous avons un déficit de 50% en termes d'autonomie protéique pour les grosses matières premières. Mais la situation, elle n'est pas si mauvaise que ça par rapport à l'Europe, puisque si on prend l'ensemble de l'Union européenne, ce chiffre-là est plutôt de 65-70%. Donc, une situation quand même voilà, qui est importante à signaler. Donc,
La production porcine en France par rapport aux autres productions en termes de consommation de soja, puisque l'autonomie protéinique, on se concentre quand même sur le soja, on est loin derrière quand même les autres espèces, hein, grâce à la capacité du porc à valoriser tout un tas de matières premières. Et donc, loin derrière, vous voyez, l'ensemble pondeuse dindes et poulets, donc l'ensemble volaille représente quand même une grosse partie. Et tout ce qui est ruminant, gros ruminant, représente aussi une très grosse partie. Donc, nous sommes à 14% de la consommation selon les estimations du Sol européen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement pour essayer de se passer du soja? Il y a des stades où il y a un accord pour dire finalement, et ça concerne quand même 80% du volume, on peut faire sans soja. On sait faire techniquement. Économiquement, ce n'est pas toujours rentable, mais techniquement, on sait faire. Croissance, finition et l'alimentation gestante. 80% du volume. C'est déjà pas mal. Après, il y a d'autres stades sur lesquels il faut continuer à investiguer. Le deuxième âge, qui représente un volume aussi, la truie allaitante et puis le premier âge. Alors, le deuxième âge, oui et non, parce qu'en fait, on a commencé à travailler ce sujet-là récemment. On va publier dans TechPort l'année prochaine, donc un essai qui démontre qu'on peut s'en passer techniquement. Économiquement, c'est une autre paire de manches. Mais bon, voilà, en tout cas, ça avance. Alors, après les grosses matières premières, donc, ce qui est important à signaler ici, c'est qu'il y a un lien entre la teneur en protéines et la teneur en lysine digestive de toutes les matières premières, enfin, toutes les grandes catégories. Donc, ce qui est important, on ne mesure pas la lysine digestive pour tous les lots de matières premières qui arrivent dans une usine, ce n'est pas important. On se base sur la teneur en protéines et on a des équations très pertinentes pour déterminer la teneur en lysine. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on constate quand même un décalage entre la FAF et l'alimentation du bétail, où on voit l'ampleur des mesures qui sont prises pour mesurer la teneur en protéines des lots de toutes les matières premières qui rentrent. Or, en FAF, on n'a pas du tout cette habitude. Et je pense qu'il faut vraiment la renforcer. Il y a un effort à faire dans ce domaine-là pour contrôler les matières premières et mieux les caractériser, mieux les utiliser. Alors, la production des protéagineux, ben, on a vu par le passé des grandes envolées de production de protéagineux, notamment de pois. Dans les années 90, on avait pléthore de pois, on mettait 35% de pois dans les aliments pour un engrais. Et puis tout ça, ça s'est effondré avec des problèmes techniques et aussi des problèmes d'aide à la production, en fait, tout simplement. Et depuis, bon, on est un peu, voilà, on est démunis de protéagineux, mais c'est une excellente matière première pour le porc. Si on pouvait l'avoir, ben, on serait très, très, très preneur. Hein. Mais bon, on n'en a pas. Donc, c'est ce que montrait tout à l'heure Constance. Ces matières premières-là, donc il y a le pois, les févroles avec des colorés, des blanches, le lupin, également avec des couleurs différentes, enfin des variétés différentes. Donc, vous voyez, il y a à peu près 12-15 grammes de lysine digestive, hein, donc c'est quand même vraiment pas négligeable, c'est un excellent produit. Simplement, donc, on n'a pas à disposition ces matières premières-là. Il y a des volontés pour essayer de relancer ça. En tout cas, pour ce qui concerne févrole, lupin, il y aura un effort de caractérisation de ces lots de matières premières qui arriveront pour bien utiliser correctement ces produits-là, parce qu'il y a des facteurs un petit peu nutritionnels quand même qu'il faut suivre. Dans la partie des tourteaux, donc le soja, le soja, donc la référence, 45% de protéines, le colza, qui est quand même assez ancien maintenant, enfin, qu'on a bien utilisé depuis le début des années 2000, voilà, avec qui a un cran en dessous, hein, comme je disais, en termes de lysine digestive. Et les deux versions de tourteaux, et celui qui nous a un petit peu aidé là, ces derniers temps, c'est le tourteau décortiqué, qui nous a paru donc, par importation mer Noire, hein, donc, et qui représente une concentration en protéines augmentée de 28 à 35%. Voilà, donc on extrait en fait une partie des fibres. Voilà. Alors, on sait qu'on peut aller plus loin encore dans la réduction, enfin dans la réduction de la teneur en fibres et l'augmentation de la teneur en protéines des tourteaux, tournesol et colza. Donc, je cite des travaux qui ont été faits par nos collègues de l'INRA donc en 86, hein, donc ça date un peu. Mais bon, voilà, on espère pouvoir retrouver, alimenter cette possibilité en fait de décortiquage dans un avenir proche. Il y a des velléités en tout cas pour cela. Sachez donc, voilà, un exemple, en 86, ils avaient réussi à obtenir un tourteau à 46% de protéines à partir d'un tourteau non décortiqué qui est à 28, on passe à 46, vous voyez la marge de progrès intéressante à obtenir. Alors, en plus de ça, le tournesol est bien coté en termes de résistance au changement climatique, donc c'est peut-être une matière première. Oh là, si je tape dans le micro, c'est pas terrible. Par contre, il y a des problèmes techniques, le décortiquage, un peu plus, la trituration de la graine décortiquée
à ce niveau-là est plus difficile. Bon, c'est quand même important. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des produits de décortiquage? Parce qu'il y a un équilibre économique. Hein. Il faut qu'ils trouvent une issue à ces produits de décortiquage. Si on ne sait pas quoi en faire, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, voilà, on est pénalisé. On a le même processus pour le colza, où on peut investiguer aussi des augmentations de teneur en protéines. Alors, avec un petit défaut, c'est qu'on va concentrer en glucosinolate. Le glucosinolate, c'est le facteur antinutritionnel du colza, qu'on a bien réussi à diminuer par les variétés double zéro, mais il est encore présent et il se concentre en plus dans l'amande, donc il pourrait potentiellement, voilà. Mais bon, il y a quand même des possibilités d'amélioration. Aussi un élément que je tenais à préciser, là, c'est un tourteau de colza qui a été broyé finement et tamisé, et qui a permis de séparer finalement deux variétés de tourteau de colza, enfin deux produits de tourteau de colza, dont un qui est enrichi en fibres et l'autre qui est enrichi en protéines. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez spécialiser le colza riche en protéines sur des stades qui nécessitent de l'aliment concentré en protéines, comme par exemple la laitante, le porcelet deuxième âge, où on n'arrive pas bien à remplacer le tourteau de soja. Et puis utiliser le tourteau qui est plus riche en fibres sur des stades où on en a besoin, notamment la touche gestante. On manque souvent de fibres dans les aliments truits, hein, en tout cas en phare. Et puis on peut en mettre aussi en finition, ça peut trouver sa valorisation. Alors le bilan du colza en France, c'est qu'on a été quand même assez gros producteur. Ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu diminué en France, la production de colza. Aujourd'hui, on a une importation, notamment du Canada, avec la variété, enfin les canolas, qui représente donc 1 million de tonnes par rapport aux 4,2 millions de tonnes triturées en France. Et alors, la trituration en France, les capacités de trituration permettent de satisfaire les besoins de la production, voilà, pas les besoins de l'alimentation animale. Mais un déficit, donc, finalement, aussi lié, donc, qui implique une importation. Alors, il y a aussi des différences entre les différents types de tourteaux de colza. Il y a le tourteau de colza donc standard, il y a le tourteau de colza donc OGM, c'est ce canola là qui vient de, voilà, qui n'est plus tout à fait OGM peut-être, mais en tout cas qui est un peu plus riche en protéines. Donc il y a ce petit gap cette petite différence de protéines qui est intéressante à valoriser. Ah, c'est peut-être pas grand-chose, 37, 33%, mais si quand même, voilà, ça fait, sur les tonnages, ça a une importance. Donc il y a un besoin de caractériser ces matières premières-là, de pouvoir mesurer la digestibilité là-dessus, parce que ça n'a pas forcément été fait, hein, correctement, en tout cas en France. Donc il y a un travail qui est en cours là-dessus. Et également les tourteaux expeller, c'est des tourteaux qui sont moins, on a moins enlevé la matière grasse, donc il en reste de la matière grasse résiduelle, là ici c'est 10%. Hein, MG matière grasse. Et c'est un produit qui aussi nécessite, dont on voit un peu, il y a des disponibilités qui existent, qui nécessite aussi d'être caractérisé sur le plan nutritionnel, et notamment de la dige de ces acides aminés. Voilà, donc c'est le portrait des tourteaux. Il y a aussi tout ce qui est traitement. On a vu des travaux sur des févrols qui ont été publiés avec de l'extrusion, des pelliculage. Donc, on enlève de la fibre. Ça permet de concentrer le produit en protéines, donc ça peut être, voilà, ça peut trouver le prix, le bon prix d'intérêt finalement, le bon prix de marché. Mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a aussi le système d'extrusion qui, bien réglé, peut aussi améliorer cette fois-ci la digestibilité de l'acide aminé, des acides aminés en général. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être amenées à rentrer dans le débat. La graine de soja crue, donc nous on avait proposé ça dans le cadre du bio, d'utiliser de la graine de soja crue. Alors il y a encore les facteurs antitrypsiques, bien sûr, mais bon, voilà, en bio ça pouvait s'entendre, mais il faut limiter dans ce cas-là à 2-3% l'incorporation de graines de soja, parce que sinon ces facteurs antitrypsiques vont agir globalement un peu trop sur les autres ingrédients de la formule. Alors, ceci dit, il y a aussi des possibilités de traiter thermiquement la graine de soja en place avec voilà, des sels qui se déplacent. Voilà, qui représente aussi un certain coût, mais qui permettent d'utiliser donc en circuit court finalement une graine de soja qui serait produite. Le problème du soja, c'est que il y a aussi une concurrence forte entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Donc, si on produit du soja, on peut être tenté de le vendre directement en alimentation humaine, ça sera peut-être plus rentable. Donc, c'est pas forcément évident quoi, de s'y retrouver avec cette matière première là. On a aussi le cas de la graine de lin exprimée, donc qui fait partie des graines qui apportent aussi un petit peu
une quantité non négligeable d'acide aminé et donc de lysine, donc qui peuvent aussi faire partie du débat, qui sont incorporés dans nos productions, dans certaines productions. Pour une autre raison, ce n'est pas pour forcément l'apport en protéines, c'est surtout pour l'apport en acide linoléique. Voilà. Alors, dans la série des traitements, il y a aussi l'effet de la granulation, c'est qu'il y a des potentiels d'amélioration par la granulation et que certains de nos produits spécifiques qu'on sait bien faire en France, comme le poids, le tourteau de colza, seraient aussi plus favorisés par la granulation. Bon, attention aussi à ne pas mettre trop de température dans la granulation. Donc, il y a des choses qui existent dans ce domaine-là. Et puis, une autre catégorie de matières premières qui, donc, c'est les ex-farines de viande. Bon, ça n'a rien à voir avec les farines de viande, bien sûr, ce sont des protéines animales transformées, que les fameuses PAT. Donc, du fait de l'ESB, on n'a pas le droit d'utiliser les PAT de porc, donc on peut utiliser simplement les PAT des volailles. Voici les caractéristiques qui sont indiquées. Il y a un taux de protéines effectivement proche d'un taux de soja, même supérieur, hein, effectivement. Il y a de la lysine, oui, tiens, ça pourrait être une matière première intéressante. C'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, cette matière première-là est plutôt accaparée par d'autres secteurs, hein, et notamment les pet food, et ils ne vont pas forcément nous la donner, enfin voilà, ça ne sera pas forcément accessible à nous, surtout que ces gens-là ont peut-être plus de capacité, et puis c'est un peu plus cher que ce qu'on est capable de faire. Vous voyez, le prix d'intérêt, 600-700 euros, quand on regarde ça, voilà, c'est quand même pas évident. Voilà, et c'est un produit aussi qui ne va pas rentrer en FAF, il faudra sans doute le rentrer en. Donc, c'est pas évident de pouvoir compter sur cette matière première-là, il me semble. Dans les séries de matières premières vraiment nouvelles, il y a celle des algues. Alors, quand on regarde effectivement les compositions du produit sec, on parvient à des taux de protéines relativement intéressants, hein, puisque là, c'est un exemple avec 60-35%. Donc, on est au niveau des concentrés de protéines de soja, hein, donc c'est quand même assez important, avec une teneur en lysine qui suit bien. On a des différences aussi avec des produits d'autres types d'algues. Il doit y avoir tout un tas de familles, hein, là, c'est tout un monde sans doute. Aussi avec un taux de protéines et un taux de lysine qui paraissent intéressants. Bon, après, il faut pouvoir sécher le produit, ça ne doit pas être évident non plus quand même. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de sable non plus là-dedans. Donc voilà. Donc c'est quand même pas évident. Puis là, on n'a pas de mesure de digestibilité. Là. Donc on ne sait pas ce que vaut la limite de la protéine ici. Donc, elle a besoin d'être caractérisée. Et ça, ce travail-là, bon, il n'est pas forcément fait. Et c'est la même situation en ce qui concerne les farines d'insectes. Donc on a de la variabilité. Il y a des produits qui peuvent au niveau du tourteau de soja en termes de protéines, hein, grosso modo, le tourteau de soja, on a 42% dans cet exemple-là, 50%, et puis d'autres qui passent à 71%. Donc, au niveau des concentrés de protéines qu'on rencontre en alimentation animale, avec des taux de lysine qui sont assez proches finalement de ce qu'on rencontre pour le soja et les concentrés de protéines de soja. Donc, un potentiel, effectivement, à étudier. Par contre, de la même manière, on n'a pas de mesure de digestibilité qui nous permettrait de bien caractériser ces produits-là. Voilà. Donc, il y a un travail à faire et voir si ces produits-là ont un avenir dans notre production. Je crois que je suis terminé. Donc, du coup, dans les contextes justement de limitation des coûts alimentaires, d'importation des tourteaux, des obligations parfois d'autonomie alimentaire ou de non-OGM. La question s'est posée également de nouvelles sources telles que les fourrages protéiques, parce que c'était une solution pas connue en élevage bovin. Donc, l'idée, c'était aussi de voir ce que ça pouvait donner en élevage porcin, puisqu'on avait pas mal de questions, notamment concernant les valeurs nutritionnelles, l'impact technico-économique et puis les modalités de distribution. Donc, on a mené quelques recherches sur ce sujet. Donc, on a testé différents types de fourrages, des fourrages déshydratés tels que la farine de luzerne à 5 et 10% incorporés dans l'aliment croissance et finition, des granulés de luzerne distribués à volonté et associés à un rationnement alimentaire de 5%, de l'ensilage de luzerne, donc là, des fourrages du coup humides conservés sous forme d'ensilage ou d'enrubanage,
Donc l'ensilage 10 à 20% de la ration en finition. Et on a testé un rubanage de luzerne et de trèfle, donc là distribué à volonté et associé à un rationnement alimentaire. Donc juste rapidement, quelques points qu'il faut retenir sur ces essais. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. On a, pour les fourrages déshydratés, pas eu de dégradation des performances zootechniques, sauf pour une incorporation de 10% de la farine de luzerne pour les porcs en croissance. En termes de performance économique, en revanche, on avait des dégradations, notamment pour l'aliment avec 10% de farine de luzerne, en raison de son prix élevé de l'aliment, et également des dégradations des performances économiques avec des granulés de luzerne, également à cause de son prix du coût de marché qui est beaucoup plus élevé que son prix d'intérêt. Se pose aussi la question pour ces fourrages déshydratés de l'impact environnemental lié au processus de déshydratation. Et pour les fourrages humides, donc ensilage de luzerne et enrubanage. Donc pour ce qui est luzerne, souvent en ensilage et d'enrubanage, on a eu des dégradations des performances zootechniques. Alors là, lié au fait qu'en fait, on a une perte en azote protéique au moment de la conservation. Par exemple, pour l'ensilage de luzerne, on n'avait plus que 57% de l'azote qui était de l'azote protéique sur l'azote total. Et donc, on a des dégradations des performances économiques malgré des coûts de fourrage qui sont assez abordables. En revanche, pour l'enrubanage de trèfle, on a eu de bonnes performances zootechniques et économiques. Donc là, liées à l'action d'une enzyme qui permet de protéger contre les phénomènes de protéolyse lors de la conservation de ces fourrages et de maintenir davantage de protéines pour les porcs. Mais pour ces fourrages, du coup, se posent des questions notamment de distribution de ces fourrages dans nos élevages de porcs majoritairement logés sur pays petits, sauf à repenser les systèmes d'évacuation lisiers, et un temps de travail qui est non négligeable pour la distribution de ces fourrages.